Bonjour, je suis ici pour présenter les prochains présentateurs qui sont tous les deux des employés du CEPN. Eve Lapointe est avec le CEPN depuis 15 ans. Elle est une diplômée de l'Université Laval avec un diplôme multidisciplinaire en économie, études autochtone. Elle est avec nous depuis 15 ans. Elle a travaillé sur beaucoup de dossiers importants, incluant la création de l'institution Kiona. Elle est impliquée dans beaucoup de programmes postsecondaires. Si vous êtes familier avec la technologie vidéo dans notre communauté, elle a aidé avec la coordination de ça également. Et on a également Gino Lesage, qui est aussi diplômé de l'Université Laval. Il a une maîtrise en psychologie. Il a travaillé avant ça avec le Centre d'amitié autochtone du Québec et a travaillé avec d'anciens étudiants des pensionnats. Il a aussi travaillé sur la coordination de programmes d'habilité parentale et des activités éducatives pour les enfants autochtones en milieu urbain. Donc, nos premiers présentateurs, ils vont parler des 6 types d'implication parentale. Alors, bienvenue à tous et aidez-moi à leur souhaiter la bienvenue. Tout le monde. Donc, on casse la glace. On va vous parler des 6 types d'implication parentale selon Joyce Epstein. J'aurais bien aimé vous dire que c'est moi qui les ai inventés, mais c'est pas le cas. Donc, Joyce qui a, c'est ça, classé 6 types d'implication parentale selon les recherches qu'elle a effectuées. On va les voir une par une. On va les voir ensemble une à une. Je veux vous dire tout de suite que, bon, les 6 types d'implication parentale, c'est très technique, mais, peut-être que vous ne vous retrouverez pas dans les 6. Cependant, ça donne des pistes et ça donne des idées aussi sur la façon dont vous pouvez vous impliquer autrement que être parent. Donc, c'est le premier type d'implication parentale selon Joyce Epstein. Le deuxième, la communication. Le troisième, le bénévolat. Le quatrième, l'apprentissage à la maison. La prise de décision. Et finalement, la collaboration avec la communauté. On va les voir un à un pour vous expliquer mieux qu'est-ce que c'est. Donc, être parent, en fait, c'est carrément offrir les soins de base de l'enfant. C'est offrir le logis, s'assurer qu'ils s'alimentent bien, leur donner les soins de santé, les protéger, mettre à leur disposition des conditions favorables pour qu'ils étudient, comme avoir un petit coin spécialement pour les devoirs. Les aimer, c'est aussi simple que ça. Donc, probablement que vous vous impliquez déjà beaucoup plus que vous le pensez. Parce que je dois préciser que l'implication parentale, ce n'est pas uniquement les grandes démarches, c'est également aussi les petits gestes quotidiens. Tout ce qu'on fait à chaque jour, comme préparer la collation, s'assurer que l'enfant se lève à l'heure, faire les devoirs le soir, préparer le souper. Donc, être parent. Le deuxième type, la communication, c'est être attentif aux communications, aux mémos que l'école envoie et répondre quand c'est nécessaire. C'est communiquer avec l'école aussi aux besoins, l'école qui est souvent disponible et qui vous demande souvent aussi, s'il y a quoi que ce soit, de communiquer avec eux et qui vous rappellent qu'ils sont là pour vous aussi. Et en fait, la communication permet aux enfants de voir que les parents et l'école les encadrent bien. En voyant les parents communiquer régulièrement avec l'école, les enfants se sentent mieux encadrés. Le troisième type, le bénévolat. Donc, aider les professeurs dans les classes, ça peut se faire de différentes façons, soit à l'heure du lunch, pour aider les jeunes lorsqu'ils quittent. Des fois, c'est faire un peu le ménage, mais ça peut aussi être aider lorsqu'il y a des activités préparées par l'école. Dans le fond, ce qu'on vous demande encore une fois, ce qui est souhaitable et ce que l'école vous demande aussi, c'est tout simplement de leur faire part de votre désir de faire des tâches, d'effectuer des tâches, de faire du bénévolat, de donner un peu de votre temps à l'école
En faisant ça, vous montrez à votre enfant, dans le fond, que l'école a de l'importance à vos yeux. L'apprentissage à la maison, ça c'est évidemment aider avec les devoirs, mais c'est aussi encourager, féliciter, discuter avec l'enfant de sa journée. Ça fait partie des façons de s'impliquer puis qui comptent tellement pour les enfants. On va tout à l'heure, plus tard dans la présentation, je vais vous donner quelques trucs pour les devoirs, mais je vais seulement effleurer le sujet parce que il va y avoir des ateliers qui vont y aller plus en profondeur. La prise de décision. Donc, c'est à ce moment-ci que je vous dis que les comités de parents, c'est hyper important. Et que c'est une super façon aussi pour vous de vous impliquer et de justement créer des activités, pas créer, mais mettre en place des activités, puis avoir un lien aussi, encore une fois, avec l'école. Vous voyez les enfants, en voyant que vous faites partie d'un comité de parents ou tout simplement en vous adressant au comité de parents, les enfants voient que vous êtes partenaire avec l'école. Donc, c'est vraiment encore l'idée d'encadrer les enfants et qu'ils se sentent d'une certaine façon soutenus dans leur vie scolaire à tous les jours. La collaboration de la communauté. C'est le dernier type d'implication parentale et c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment mettre beaucoup d'importance au CEPN. On veut vraiment que ce ne soit pas uniquement les parents et l'école qui s'occupent de la vie scolaire des enfants, mais aussi toute la communauté. Vous connaissez des gens qui ont un talent particulier, qui ont des aptitudes, cuisine, artisanat, lecture à voix haute, transmission de la culture. Vous pouvez demander à ces personnes-là de s'impliquer à l'école ou lors des activités. Quelqu'un qui a un talent, quelqu'un qui va chanter, qui va jouer de la guitare, mais vous pouvez aussi partir aussi des fois des activités simplement avec ces gens-là qui ont des talents à partager. Ça permet en fait aux gens qui n'ont pas d'enfants ou qui sont oncles, tantes, de s'impliquer aussi dans la vie scolaire des enfants. Alors voilà, je vous invite tout simplement à inviter les gens de la communauté aux activités de l'école. Ça va être enrichissant pour tout le monde. Vous pouvez vraiment faire une différence et eux aussi peuvent faire une différence dans la vie des enfants. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'implication parentale, c'est pas uniquement les grandes démarches, c'est vraiment les petits gestes quotidiens qu'il faut qu'on fait à chaque jour et qui rendent la vie de nos enfants si agréable. J'ai des idées amusantes pour plus s'impliquer aussi, des choses auxquelles des fois on ne pense pas. Donc, lire un livre et jouer la comédie, faire comme une petite pièce de théâtre, mimer le livre en fait, ça peut être super intéressant pour les enfants. Peut-être que vous avez des talents cachés d'acteurs et vous ne le savez pas. Et là, OK. Je suis correct? Presque. Faire la liste d'épicerie ensemble, ça peut être un bon moyen aussi de faire participer les enfants à la vie à la maison, mais aussi à vous. On peut faire un peu des mathématiques aussi en faisant la liste d'épicerie, comme combien de pommes on va avoir besoin cette semaine, dans la recette qu'on a regardée, combien ça prenait de tasses de farine, donc vraiment rendre ça amusant, faire la liste d'épicerie en s'amusant. Chanter votre chanson préférée en voiture, tout le monde ensemble. Là, par exemple, vous faire attention au type de chanson qu'on choisit, mais ça peut être quelque chose de super intéressant à faire. Et, attendez un petit peu, et peut-être que là aussi, vous allez vous rendre compte que vous avez un talent de chanteur ou de chanteuse. Évidemment, participer au hobby préféré de votre enfant. Et encourager votre équipe de hockey, de football, de soccer ensemble. Mais ça, je pense qu'on le fait déjà pas mal. Les devoirs. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Probablement que les professeurs vous le disent déjà. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de savoir comment faire les devoirs pour aider les enfants. Parlez-en aux enseignants, ils vont vous donner des trucs. Moi, je vais vous en donner quelques-uns aussi, mais il y en a d'autres. Donc, quand vous faites les devoirs avec les enfants, vous pouvez lui demander « Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? »
Dans le fond, ça permet à l'enfant de se rappeler au cours de la journée comment est-ce que le professeur a donné les directives, de voir s'il a été attentif quand on lui a donné les directives. Donc, on peut lui demander cette question-là en commençant les devoirs. Peux-tu me montrer comment tu es arrivé à la réponse? Que la réponse soit bonne ou mauvaise, ça fait comme une petite révision en même temps pour l'enfant. Puis, on ne les fait pas à sa place. Hein? On ne fait pas les devoirs à sa place. S'il n'a pas compris, on lui demande d'essayer encore une fois de comprendre le problème sans vraiment lui expliquer. On essaie de lui faire fonctionner un petit peu le hamster dans la tête. Et finalement, s'il ne peut pas trouver de solution et que vous non plus, vous ne pouvez pas, parce que ça nous arrive tous, on demande l'aide du professeur. On demande à l'enfant de demander au professeur à quel moment on peut demander de l'aide. À ce moment-là, le professeur va l'enfant essayer de faire le devoir et que vous aussi, vous avez essayé de l'aider, mais au moins, il va avoir un suivi qui va avoir été fait, puis ça va permettre à l'enfant de voir qu'il peut demander de l'aide et que c'est pas gênant de demander de l'aide. D'autres petites idées encore, on peut s'amuser en incorporant le nom de leur personnage préféré de Disney ou des petits bonhommes ou des super-héros, en incorporant le nom de ces personnes-là dans les problèmes, en mathématiques ou en français, être leur public lorsqu'ils pratiquent leur présentation orale, comme Gino a été mon public quand j'ai préparé cette présentation orale. Vous parlez de leur matière préférée à l'école, mais aussi de des matières qu'ils aiment moins, peut-être en demandant pourquoi, et d'essayer de trouver quelque chose de positif, en fait, même s'il y a une matière qu'ils aiment moins. D'être présent, de seulement être présent, ça compte tellement pour les enfants. Puis ça, en étant présent, juste vous dire une petite chose, de parler positivement de l'école devant les enfants. Moi, je m'en souviens quand mes parents parlaient de l'école, c'était toujours vraiment, c'était positif. Ils me disaient à quel point ils avaient aimé ça, qu'il y avait des choses qu'ils aimaient moins, mais que les gens sont là pour nous aider, les professeurs sont là. Vous êtes probablement une personne significative dans la vie d'un enfant, puis vous ne le savez pas, et c'est peut-être même pas votre enfant. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est hyper important de jouer notre rôle à tous les jours, qu'on soit parent ou non, de jouer notre rôle d'adulte, en fait, d'être des exemples positifs pour les enfants. Ça peut être celui qui est un ami de votre enfant, ça peut être un petit-neveu, une petite nièce, ça peut être un enfant qui passe chaque matin, puis que vous voyez, puis à qui vous faites simplement un sourire. Donc, vous êtes peut-être significatif pour cet enfant-là. Il suffit juste de rester attentif. Je vais passer maintenant la parole à j'allais dire mon conjoint. Mon collègue, c'est mon collègue, Gino. Merci. Merci, Ève. Ouais. Écoutez, moi, je vais vous parler de la participation parentale, mais dans le contexte d'un enfant en difficulté soit d'apprentissage, soit de comportement. Et la manière également dont vous pourriez être interpellé par les services complémentaires ou les services d'éducation spéciale de l'école de votre enfant. Donc, je vais vous parler de la participation dans ce contexte-là. En espérant que les diapositives s'enchaînent en même temps. OK, participation parentale dans le contexte des élèves en difficulté. Comme pour l'implication en général, c'est une question de confiance et vraiment ce qui va être déterminant quand vous avez un enfant en difficulté, qu'il soit en difficulté ou pas, mais peut-être encore davantage lorsqu'il est en difficulté, c'est la qualité de relation qui va s'établir entre vous, les parents, et entre l'équipe de soutien à l'école qui est là pour soutenir, pour aider votre enfant. Donc, cette relation-là, elle est importante et elle va vraiment faire une différence. La qualité de cette relation-là est importante et ça peut faire une différence dans l'évolution de l'enfant qui soit en difficulté plus ou moins grande. Ici, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est ce qu'on entend de manière générale des parents qui ont des élèves avec qui ont des enfants avec des besoins spéciaux. Alors, ce que ces parents-là vont dire parfois, c'est qu'ils vont se sentir démunis
démunis face à la situation, démunis face à ce qu'ils peuvent faire pour aider leurs jeunes à l'école. Ils vont se sentir impuissants. Également, ce sont des parents qui eux-mêmes, je dirais pas presque la plupart du temps, ont une expérience difficile avec l'école, ont un historique souffrant parfois même avec l'école. Et cette histoire-là souvent est bien marquée par des expériences négatives. Ce qui fait qu'on peut avoir un sentiment d'infériorité face aux intervenants scolaires qui s'occupent de notre enfant, ou encore face aux parents des enfants qui n'ont pas de difficultés. Donc, quand on est un parent, que notre élève est en difficulté, on peut se sentir inférieur ou coupable par rapport à la situation. On va se sentir plus facilement isolé également. Et puis, la culpabilité, c'est quelque chose qui habite beaucoup de parents, et c'est peut-être encore davantage le cas quand on a un enfant en difficulté, on a l'impression que c'est notre faute. Et puis, également, ce qu'on remarque, c'est que ces parents-là, souvent, ont une méconnaissance de leurs droits par rapport aux services qui sont donnés à leur enfant, parce que vous avez un mot à dire dans les services qui pourraient être donnés à l'école à votre enfant quand il est en difficulté. On va le voir un peu plus loin, quels sont vos droits par rapport à ça, et votre rôle. Et on estime souvent que le point de vue du parent n'est pas considéré, que qu'importe ce qu'on va suggérer, l'école n'en tiendra pas compte. Donc, généralement, c'est ce qu'un parent d'élève en difficulté peut se sentir. Pas nécessairement, mais c'est ce qu'on peut retrouver dans la littérature là-dessus. Mais vous pouvez nous faire une différence. Alors, c'est un slogan qui revient souvent. Et quel que soit le degré de difficulté de votre enfant, n'oubliez jamais que c'est vous l'expert de votre enfant. Il est beau avoir un psychologue à l'école, un psychoéducateur, un orthophoniste, etc., qui est là pour aider votre enfant. Vous êtes le premier agent de son éducation, de son développement, donc n'oubliez jamais ça. Et c'est une manière peut-être de se sentir plus en confiance quand on va rencontrer l'école à ce sujet-là. Donc, en tout temps, votre rôle est important, très important. Quand on a un enfant en difficulté, c'est vraiment pas le temps de lâcher. Il faut au contraire persévérer et croire qu'il va réussir. Donc, n'oubliez pas, ça c'est lors d'une convocation, supposons qu'on vous appelle pour vous dire que votre enfant a des difficultés. N'oubliez pas qu'on vous convoque pour aider votre enfant et non pas pour évaluer vos capacités parentales. On n'est pas là pour vous évaluer comme parent, mais vraiment pour aider votre enfant et en discuter avec vous. Puis, essayez de ne pas trop juger prématurément de la situation. Arrivez là avec une attitude ouverte et soyez ouvert à ce qu'on pourrait vous dire sur votre enfant. Puis aussi, votre enfant peut être différent à l'école que ce qu'il est à la maison. On n'a pas besoin d'être un enfant pour ça. Parfois, on n'est pas nécessairement toujours la même personne, dépendamment du contexte ou dépendamment des situations. Donc, c'est encore plus vrai pour votre enfant. À l'école, ce n'est pas nécessairement le même enfant que vous voyez chez vous. Posez des questions, donnez votre point de vue, tout en restant ouvert aux propositions qui vous seraient faites. Évitez la rigidité, c'est-à-dire une posture là, qui vous amènerait à croire que dans toutes les situations, vous avez raison ou c'est votre enfant qui a raison. Donc, essayez d'éviter cette attitude-là, c'est pas constructif. Et bien sûr, pensez au meilleur intérêt de votre enfant. Encore là, vous pouvez faire une différence. Il s'agit d'y croire. Un peu plus spécifique, c'est votre rôle pour une rencontre, pour un plan d'intervention. Parce qu'on pourrait vous convoquer pour une difficulté ponctuelle, pas nécessairement pour l'ouverture d'un plan d'intervention. Lorsque l'équipe école décide de faire un plan d'intervention, ça veut dire que votre enfant a besoin d'une coordination d'intervention pour voir à l'évolution de ses apprentissages. Donc, ça peut nécessiter parfois plus d'un intervenant. Et le plan d'intervention est là comme un outil de travail pour suivre le progrès de l'enfant en établissant des objectifs d'apprentissage ou comportemental, dépendamment de la situation. Et c'est à partir de ces objectifs-là que votre enfant va progresser à l'école et c'est à partir de ces objectifs-là également que l'équipe école travaille avec lui. Mais vous avez votre mot à dire par rapport à ça, même aux objectifs qui pourraient être déterminés dans le plan. Donc, votre rôle, c'est de tracer le portrait de l'enfant à la maison. On va vous demander comment votre enfant se comporte à la maison. Donc, ce sera votre rôle de dire comment est son attitude vis-à-vis les travaux scolaires, son attitude le matin quand il part à l'école, etc.
Votre rôle également, ça sera de participer aux décisions et puis d'identifier des pistes de solutions. Alors, vous pouvez suggérer à l'équipe école des attitudes que vous croyez efficaces dans l'intervention avec l'enfant. Vous pouvez également proposer de faire un suivi à la maison. Parce que si on met des choses en place à l'école, l'intervention va être plus efficace s'il y a un suivi à la maison. Si le décalage est trop important entre l'école et la maison, ça risque d'être difficile pour l'enfant de bien progresser. Encore une fois, poser des questions, demander des précisions, des exemples, comment votre enfant se comporte en classe, dans la cour de récréation. Donc, vous pouvez en tout temps poser des questions là-dessus. Et puis, dans le cas où votre enfant aurait reçu de l'aide précédemment, que ce soit à l'école ou à l'extérieur, également informer l'équipe école des démarches qui ont pu être faites pour aider votre enfant. Et toujours, demander une copie du plan d'intervention. C'est votre droit d'en avoir une. Parfois, on n'y pense même pas, mais ce n'est pas un outil qui doit rester nécessairement à l'école. Vous avez le droit d'en demander une copie. Et puis, ça vous permet également de faire le suivi avec votre enfant. Et si vous avez une partie des interventions qui se passent à la maison, bien, vous aurez toujours le plan d'intervention comme rappel. Est-ce que ça va? Question? C'est bon? Saviez-vous que, ici, on parle d'intervention peut-être un peu plus spécifique, avec des professionnels. Avant que toute évaluation professionnelle ne soit amorcée, le parent doit y consentir par écrit pour un enfant de moins de 14 ans. Alors qu'il s'agit d'une évaluation ou encore d'un processus de counseling ou de psychothérapie, quoique c'est rare qu'on fait de la psychothérapie à l'école, mais si votre enfant aurait besoin d'un suivi à long terme avec un professionnel, que ce soit pour quelques rencontres ou encore pour une évaluation, l'école doit demander votre consentement en bas de l'âge de 14 ans. Et pour des interventions très précises, on parle de psychologues, neuropsychologues, orthophonistes, ergothérapeutes, psychoéducateurs, conseillers d'orientation. Autrement dit, dès que le professionnel, en fait, tous les professionnels font partie d'un ordre professionnel, et c'est une exigence de l'ordre auquel ils appartiennent que le parent puisse donner son autorisation. Et on parle aussi d'une autorisation éclairée. Le professionnel a la responsabilité de vous parler de l'impact de l'intervention qu'il va faire sur votre enfant et également l'impact d'une non-intervention. Alors, qu'est-ce que ça fait si l'intervention a lieu et qu'est-ce que ça fait si l'intervention n'a pas lieu pour que vous puissiez donner votre consentement éclairé, c'est-à-dire que vous puissiez décider en connaissance de cause. Donc, en tout temps, on ne pourrait pas comme ça accueillir votre enfant sans votre autorisation. Il y a quelques exceptions, on va les voir. Il y a des interventions qui ne nécessitent pas d'autorisation parentale. Par exemple, l'intervention en groupe, s'il s'agit d'une présentation, d'une sensibilisation en classe, faite par le psychologue, psychoéducateur ou quel que soit l'intervenant qui vient en classe pour faire la sensibilisation ou des petits enseignements en groupe homogène, on n'a pas besoin de donner notre intervention pour ça. Parce que ce n'est pas une intervention qui intervient au niveau de la structure de personnalité de l'élève, mais plutôt au niveau de ses connaissances en général. L'intervention orthopédagogique ne nécessite pas non plus d'autorisation. Il s'agit d'aider votre enfant à faire de la rééducation au niveau du langage ou au niveau de l'écriture, lecture, mathématiques, etc. Donc, c'est un support qu'on vient lui donner. Mais encore là, ce n'est pas une intervention qui a une conséquence sur le développement de l'enfant, comme par exemple avec un psychologue ou un psychoéducateur. Et en situation d'urgence ou d'intervention de crise, là, c'est sûr que le psychologue de l'école pourrait rencontrer votre enfant en situation de crise ou d'urgence. Par contre, l'école doit vous informer après coup. Elle n'est pas maintenue de vous demander son autorisation au moment où ça se produit, mais après coup, elle doit vous informer que l'enfant a rencontré le psychologue ou tel autre intervenant à cause de telle situation. En cas de refus, ben, vous pouvez toujours refuser une intervention à partir du consentement éclairé que vous donnez ou pas. Ben, l'école doit accepter cette décision. Elle doit l'accepter, il n'y a pas d'autre recours à ça. Par contre, elle doit clairement expliquer l'impact du refus, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Normalement, c'est le professionnel qui le fait, mais l'équipe école ou le directeur d'école pourrait le faire également.
Et là, souvent, on a des questions, mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce que l'école va faire appel aux services sociaux? Est-ce qu'il y aura un signalement à la protection de la jeunesse? Bien, je vous dirais que ça dépend de la situation. Si votre refus constitue une compromission au niveau de l'élève par rapport à sa sécurité ou par rapport à son développement, bien là, il pourrait y avoir un signalement. Si l'école considère que le refus d'intervention porte préjudice à l'élève au niveau du développement ou de sa sécurité, c'est seulement ces deux niveaux-là, là, à ce moment-là, il pourrait y avoir un signalement qui soit fait. Et l'école est dans l'obligation de le faire. Même si elle n'est pas certaine à 100%, dans le doute, elle doit signaler. Et là, ça sera aux services sociaux de la communauté de retenir ou pas le signalement. Elle fera l'enquête ou les démarches nécessaires. C'est pas l'école qui fait ce processus-là. L'école va seulement signaler si on juge que le refus porte atteinte à l'intégrité de l'enfant, que ce soit au niveau moral ou physique. C'est assez rare que ça arrive quand même. C'est pas quelque chose de fréquent. Quelques trucs. Alors, dans le contexte d'enfants en difficulté, comment vous pouvez participer, comment vous pouvez vous impliquer comme parent? Bien, je vous dirais que, qu'importe le degré de difficulté de votre élève, croyez en sa réussite. Et puis, ayez envers lui des attentes élevées. Et non pas des attentes basses ou en essayant de le ménager ou de le prendre en pitié. C'est pas ça qui va aider votre enfant. Ayez plutôt l'attitude de croire en lui, de croire en ses capacités et peut-être même qu'il peut faire plus que ce que vous croyez. Donc, avoir des attentes élevées. Célébrer les réussites. Alors, chaque fois qu'il y a une réussite à l'école, ben, il s'agit de la célébrer, de la souligner. Pas nécessaire d'acheter un cadeau ou on ne parle pas d'acheter un cadeau nécessairement, mais de le féliciter, de souligner la réussite, plutôt du contraire, plutôt que de souligner les difficultés, de souligner les échecs. Donc, chaque fois qu'un élève est renforcé dans sa réussite, bien, ça l'incite à en avoir d'autres, à en faire d'autres, à déployer les efforts qu'il faut pour avoir d'autres réussites. Aussi, de lui donner l'opportunité de prendre des décisions et de lui laisser aussi la chance de faire face aux conséquences de ses décisions. C'est pas toujours facile comme parent, mais parfois, il faut les laisser décider. C'est sûr, ça dépend de l'âge de l'enfant, son développement et tout ça. Il faut placer ça en contexte. Mais il faut quand même lui donner la chance de faire son chemin dans la vie et puis de prendre des décisions et de faire face aux conséquences par rapport au choix qu'il applique. Dites-lui également que c'est le comportement. Supposons que vous avez un enfant qui est en difficulté de comportement à l'école ou bon avec d'autres élèves à l'école et que vous devez le réprimander, bien, réprimandez le comportement et non pas l'élève. Excusez, je suis toujours dans le contexte de l'école, l'élève, de l'enfant. Donc, c'est pas toi que je refuse, c'est le comportement que tu as. Donc, vraiment, mettez l'emphase sur le comportement. C'est vraiment le comportement qui doit être abroué et non pas l'élève. Donc, c'est pas toi que j'aime pas, c'est ce que tu fais qui me dérange. C'est ce que vous pouvez dire à votre enfant. Encore d'autres trucs. Soyez cohérents, c'est-à-dire faites ce que vous dites, sinon, ben, dites rien. Parce que les élèves, les enfants sont très simples. En passant, je suis un père, là, c'est pas mon élève. Mais je portais toujours à dire nos élèves. Les formations professionnelles, excusez. Donc, faites ce que vous dites. Et essayez de donner l'exemple à vos enfants. Ça ne donne rien de dire à l'enfant de faire telle chose si vous faites le contraire. Donc, c'est aussi bien de se taire. Assurez-vous aussi qu'il comprend votre demande. Reformulez. Vérifiez s'il a bien compris. Aussi, donnez des directives fermes, plutôt que de formuler des souhaits. Et ça, on fait souvent ça. Papa voudrait que tu fasses telle chose, papa aimerait que tu ramasses tes jouets. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est une intervention qui est souvent inutile. Ça met l'enfant dans une espèce d'ambiguïté. Il vaut mieux avoir des demandes claires et fermes, du genre, ben, c'est le temps de te coucher. C'est le temps de faire telle chose, ou vous pouvez peut-être le formuler sous forme de question si vous voulez, mais ayez ce qu'on appelle des demandes de type alpha, qui sont claires et fermes, plutôt que d'exprimer des souhaits. Sinon, l'enfant va apprendre que ce qu'il doit faire essentiellement, c'est pas de bien faire, c'est de vous plaire.
Et c'est pas nécessairement le meilleur moyen d'aider un enfant à se développer, soit un enfant qui sera en difficulté de comportement. Et je vous dirais même dans certains cas, là, j'exagère à peine, ça pourrait favoriser la manipulation chez l'enfant. Favoriser la manipulation comme stratégie là, d'avoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, soyez plutôt clair avec l'enfant. Bon, comme ne crois-tu pas qu'il est temps d'aller te coucher, d'aller au lit, plutôt que papa aimerait que tu ailles te coucher. C'est comme, mais on fait souvent ça. Encore d'autres trucs? Bon, plus c'est clair pour vous, plus la demande est claire dans votre tête, plus elle va l'être pour votre enfant. Alors, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Si vous ne faites pas ce que vous dites, bien, vous êtes aussi bien de rien dire. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous demandez, ou si c'est pas clair, ben peut-être attendez avant de formuler votre demande, parce que plus ça sera clair pour vous, plus ça sera clair pour l'enfant. Vous ne pouvez pas demander à l'enfant de comprendre quelque chose que vous-même vous avez de la difficulté à exprimer ou à demander. On encourage l'obéissance au lieu de punir la désobéissance. Donc, c'est un peu comme célébrer les réussites. Quand votre enfant fait ce qu'il faut, ben, il faut le souligner, il faut le féliciter, plutôt que de le punir quand il désobéit. Parler en je, très important. Au lieu de dire papa, maman, on fait ça souvent quand les enfants sont tout petits, mais c'est préférable de dire je. Ça personnalise la relation. Puis quand on dit je, l'autre se sent interpellé dans son je également. C'est comme un jeu en personne, le je et le tu. Donc ça fait une relation, ça favorise des relations d'égal à égal et interpersonnelles. Accepter, quand vous êtes en contexte, quand vous êtes en couple, et que vous êtes une famille biparentale, bien, acceptez l'autre conjoint avec ses différences, parce que la maman ou le papa avec qui vous êtes, c'est pas nécessairement la même personne, il n'y a pas nécessairement la même manière d'éduquer l'enfant. Donc, il faut s'entendre sur un minimum de choses, mais également d'accepter la différence de l'autre conjoint, et surtout pas croire qu'on pourrait faire mieux que l'autre. Donc, il faut essayer d'être complémentaire plutôt que d'être opposé. Parce que souvent, si les parents ne s'entendent pas sur l'éducation, l'enfant va en profiter énormément, il va jouer entre les deux, il va manipuler l'un et l'autre. Donc, essayez au moins de vous entendre sur l'essentiel et de tirer à profit de vos différences. Et souvenez-vous que nos enfants nous imitent. Alors, ils apprennent beaucoup à partir de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Et voilà, merci. Thank you, Megwitch, Chinish Kamatan. Je pense que c'est le temps de prendre une petite pause, une quinzaine de minutes. Après la pause, ma collègue Dorothée Picard, vous parlera de la page parents sur le système Cano. Merci.